Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours sur les conduites suicidaires destiné aux internes de psychiatrie de première année, qui va porter aujourd'hui sur les modèles psychologiques des conduites suicidaires. On a déjà vu un modèle, on en a parlé précédemment, le modèle stress-vulnérabilité ou stress-diathèse. On va aujourd'hui assez brièvement se focaliser sur trois autres modèles euh, très psychologiques des conduites suicidaires. Je n'ai aucun lien d'intérêt à ce jour qui pourrait influer euh, sur mon propos et mon enseignement. De nombreux modèles ont été développés au cours des années sans remonter très très loin, sans remonter aux premières théories psychologiques des comportements suicidaires, ni au modèle évidemment sociologique de Durkheim. On peut considérer qu'il y a eu une multiplication des modèles depuis les 20-25 dernières années. Alors vous voyez représenté sur ce tableau un récapitulatif qui a été fait en 2014, publié dans le Lancet par deux chercheurs très connus en suicidologie, Rory O'Connor, qui est un Écossais, et Matthew Nock, qui est un Américain. Ce sont deux psychologues, qui travaillent beaucoup sur les conduites suicidaires, et qui ont fait ce papier très intéressant de revue. Alors, brièvement, donc ils partent du modèle de Schneidman, dont on a déjà parlé, Edwin Schneidman, et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il met au centre, évidemment, de son modèle la psych-ache, vous vous souvenez, la douleur psychologique. Donc, il considère que le risque suicidaire résulte d'une combinaison, finalement, entre des facteurs de stress, la douleur psychologique et un certain nombre de perturbations qui vont résulter, perturbations cognitives qui vont résulter en risque suicidaire. Cette perturbation cognitive, c'est par exemple une pensée qui se réduit, qui se tunnelise, pour reprendre son terme. Vous vous souvenez de l'image de l'entonnoir, finalement c'est un peu ça. C'est-à-dire que la pensée est obsédée par l'idée que finalement il n'y aurait plus qu'une seule solution à cette douleur psychologique qui est le suicide. On a ensuite le modèle stress-diathèse dont on a déjà parlé, mais vous voyez, il a d'abord été développé dès la fin des années 80 par Schott et Klum. Donc cette idée qu'il y aurait une vulnérabilité cognitive, par exemple des problèmes dans la résolution des problèmes sociaux, enfin des difficultés dans la résolution des problèmes sociaux. Donc il y avait tout plein d'études qui étaient menées à cette époque-là pour étudier cette fonction cognitive. Et donc cette vulnérabilité cognitive pourrait être percuté par des facteurs de stress à un moment dans la vie et contribuer au risque suicidaire. Ça a été repris à la fin des années 90 par John Mann, qui est lui aussi un chercheur qui a beaucoup publié en suicidologie, qui travaille à Columbia University à New York, et qui a vraiment développé cette idée d'un modèle clinique stress, diathèse, stress, vulnérabilité, où les facteurs de stress sont à la fois, je vous rappelle, les événements de vie stressants, mais aussi la maladie psychiatrique, et la diathèse, c'est toute une série de facteurs à la fois génétiques, familiaux, de personnalité, les conséquences des maltraitances dans l'enfance, etc. Alors, vous avez également représenté un modèle publié en 90 par le psychologue américain Baumeister, qui est très très intéressant, qui lui aussi porte ou met l'accent sur sentiments douloureux et qui considère le suicide finalement comme un moyen d'échappement de ce soi douloureux. Donc on revient dans ce modèle à l'idée du rôle central de la douleur psychologique et de la douleur psychologique en lien avec soi-même. Un autre modèle est cité, le modèle de Rudd et collègues, un modèle un peu complexe, très cognitif, où un certain nombre de systèmes finalement cognitifs, affectifs, comportementaux, mais aussi physiologiques, finalement facilitent le développement du risque suicidaire. Au début des années 2000, Mark Williams, un psychologue anglais, a été assez important en suicidologie,
notamment avec son modèle du vol arrêté ou du cry of pain, du cri de douleur, et qui considérait, lui, que c'était les sentiments de défaite et d'être piégé, euh, avec euh, combiné finalement avec le sentiment d'un faible potentiel d'être secouru, finalement, par exemple avoir un faible soutien social, qui conduit au risque suicidaire. On va parler dans un instant du modèle de Joyner, publié lui aussi au milieu des années 2000, le modèle interpersonnel, et qui repose sur 3 facteurs, on verra ça dans un instant. Il y a un modèle publié par Johnson à la fin des années 2000, qui est un modèle finalement qui est dit schematic appraisal, donc qui porte plutôt sur l'évaluation que fait le sujet de la situation. Et donc c'est toute une série de biais, selon eux, dans les traitements de l'information, les schémas, vous voyez, c'est très cognitif dans cette approche, qui contribuent au risque suicidaire. Alors ça se rapproche évidemment des modèles de Beck. Vous avez par exemple en 2008 un modèle qui a été publié par Wenzel, qui était une de ses collaboratrices, et Aaron Beck, qui est un modèle très cognitif des conduites suicidaires, où il y a des éléments de stress et de vulnérabilité, hein, comme dans le modèle stress-diathèse, avec, comme vous le savez ou vous le reverrez, avec toutes ces questions des schémas, de la perception altérée de l'environnement, de soi, etc., des facteurs psychiatriques de perturbation, tout ça contribuant au risque suicidaire et au passage à l'acte. Enfin, d'abord à l'émergence d'idées suicidaires et éventuellement au passage à l'acte. Alors, Williams a développé, et collègues ont aussi développé un modèle d'activation différentielle, c'est-à-dire des modèles de réseaux associatifs dans lesquels finalement l'expérience d'idées suicidaires ou de comportement pendant un épisode dépressif augmente le risque d'émergence d'épisodes suivants. Bon, ce n'est pas un modèle qui a eu beaucoup de succès jusqu'à présent. Et le dernier modèle, c'est le modèle de O'Connor, modèle intégré dit motivationnel, volitionnel, je n'ai pas de traduction française du mot volitional, mais motivational, integrated motivational volitional model of suicidal behavior, de Rory O'Connor, le même qui a publié cette revue, et dont on va reparler dans un instant. Alors, il n'est pas noté dans ce modèle celui de Klonsky, dont on va également parler, qui est plus récent. Alors, un modèle qui a eu beaucoup de succès, celui de Thomas Joyner, qui est un psychologue américain, il travaille en Floride, et qui est ce qu'il a appelé la théorie interpersonnelle du suicide. Alors, finalement, de manière très basique, il n'y a rien de nouveau, l'idée que effectivement le suicide repose sur une question interpersonnelle, hein, c'est très largement soutenu par les données épidémiologiques, cliniques, et puis on sait ça depuis Durkheim finalement, même si Durkheim n'était pas très intéressé par l'aspect interpersonnel au niveau individuel, mais au niveau collectif, en une vision très globale, très sociologique. Alors, Joyner dit finalement il y a deux grands facteurs. Donc le premier, il l'appelle thwarted belongingness, c'est difficile à dire, c'est-à-dire finalement le sentiment frustré d'appartenance. L'idée, c'est que les gens se sentent seuls. Alors, ou ils le sont seuls, ou ils ont ce sentiment subjectif d'être seuls, et on connaît de nombreuses histoires de gens qui sont suicidés alors qu'ils sont très très bien entourés. Donc ce qui compte, c'est qu'ils ont ce sentiment d'être seuls, qu'on ne peut pas les comprendre, qu'on ne peut pas les aider. Et donc, pour Joyner, c'est un élément essentiel. Surtout s'il se combine à un deuxième facteur qu'il appelle perceived burdensomeness, c'est-à-dire le sentiment d'être un poids pour les autres. Je suis un poids pour les autres. Donc, ce qu'on voit par exemple de manière très claire chez les personnes âgées. Je ne peux plus aider, je suis un poids pour les autres. Et donc quand les deux se combinent, Joyner nous dit c'est là qu'apparaît finalement ce souhait de mourir et les idées suicidaires. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que finalement pour lui, pour passer à l'acte, il faut en plus
ce qu'il appelle une capability for suicide, c'est-à-dire des facteurs qui vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui finalement la transition suicidaire, hein, qu'on a déjà vu. Et pour lui, cette capacité au suicide, qui n'est pas donc dans l'idée hein, que c'est pas si simple de mourir, même quand on a des idées suicidaires, encore une fois, c'est très largement soutenu par les études épidémiologiques, la plupart des gens avec des idées suicidaires ne vont pas passer à l'acte. Donc qu'est-ce qui fait que certains vont passer? C'est qu'ils ont une capacité au suicide, et parmi les facteurs qui y contribuent pour lui, il y a d'abord le fait de l'avoir déjà fait, donc ça facilite la possibilité de le refaire. Donc, vous voyez, on est moins dans une idée de vulnérabilité. Si je l'ai fait, ça exprimait une vulnérabilité. La vulnérabilité est toujours là, donc je peux le refaire. Mais plutôt qu'une fois qu'on l'a fait, si on n'est pas mort, eh bien, on a l'expérience. Et cette expérience, quand on revient dans une crise suicidaire, elle facilite le passage à l'acte ultérieur. Vous voyez, c'est un peu dans cette vision des choses. Et puis le deuxième, c'est finalement d'avoir perdu la peur de mourir, qui finalement est associée au fait d'avoir fait des gestes précédents. J'ai déjà fait l'expérience. Et probablement aussi des facteurs en lien avec la douleur, c'est-à-dire peut-être des aspects personnels qui font qu'on est moins sensible à la douleur et qu'on pourrait, et donc ça serait plus facile de passer à l'acte, d'envisager de passer à l'acte et de se faire du mal finalement, parce que pour mourir, il faut d'abord atteindre finalement son intégrité physique et donc surmonter ce signal d'alarme essentiel qui est la douleur physique. Voilà le modèle de Joyner. Alors il a fait l'objet de beaucoup de recherches, certaines finalement confirmant ce modèle, d'autres pas, et c'est encore un modèle qui est très très actif et qui est très très intéressant à prendre en compte. Deuxième modèle dont je parlais tout à l'heure, le modèle de O'Connor, c'est un papier en 2018 qui détaille tout ça, je vous invite à lire. Alors, vous voyez, c'est un modèle un peu plus compliqué qui intègre beaucoup de modèles précédents, en réalité. Alors lui, il dit, bon, finalement, il y a trois parties. Il y a une partie, vous voyez, à gauche, qu'il appelle pré-motivationnel, c'est-à-dire c'est tout le background, tout ce qui est, tous les facteurs qui sont sous-jacents. Et vous voyez, il parle de diathèse, donc il revient sur ce modèle de vulnérabilité, des gens qui sont plus vulnérables, et il met également les facteurs trigger, vous voyez les triggers, donc les facteurs déclencheurs. Donc diathèse plus environnement plus événement de vie. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a en amont finalement de la crise suicidaire. Ça fait sens, il y a des facteurs de vulnérabilité, il y a des facteurs de stress, on l'a vu précédemment, on peut vivre des facteurs de stress et ça ne conduit pas à une crise suicidaire, etc. Mais chez certaines personnes, on va passer donc à la phase suivante qu'il appelle motivationnelle. C'est celle de la formation, de l'émergence d'idées et d'intentions suicidaires. Alors il a tout un modèle un peu, il met beaucoup de choses finalement, mais pour lui, donc il revient au modèle de Williams, Mark Williams, c'est-à-dire le rôle central du sentiment de défaite et d'humiliation, du sentiment d'être piégé, entrapment, et c'est tout ça qui va conduire aux idées suicidaires et à l'intention suicidaire. Et il y a un certain nombre de facteurs finalement qui sont des modérateurs qui vont faciliter le passage d'une étape à l'autre, ou au contraire être des facteurs de frein et empêcher le passage d'une étape à l'autre. Par exemple, et on y revient donc à la question des capacités de résolution des problèmes sociaux, il y a eu des études que je mentionnais brièvement précédemment qui ont beaucoup étudié la capacité des suicidants à générer des solutions face à des problèmes. Alors vous avez des tests qui sont intéressants. Vous donnez un problème social théorique, il y a un début, une fin, et on demande aux gens de générer le plus de solutions intermédiaires. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, vous voyez, pour trouver des solutions. Et les suicidants sont moins bons que les patients non suicidants et les sujets sains. Donc, évidemment, les capacités de copie, probablement des biais mnésiques et des processus de rumination. Tout ça, bon, certains sont des facteurs de protection qui vont empêcher le passage du sentiment de défaite et d'humiliation au sentiment d'être piégé, et d'autres, au contraire, facilitent ce passage. Et puis, il y a une deuxième série de modérateurs, selon lui, ce sont ceux qui vont faciliter ou ralentir le passage du sentiment
d'être piégé aux idées suicidaires. C'est le sentiment d'appartenance frustrée, hein, qu'il emprunte à Joyner, le sentiment d'être un poids pour les autres, là aussi qui vient du modèle de Joyner, euh, les buts, les normes, des facteurs de résilience, le soutien social, les différentes attitudes, etc. Voilà, c'est un gros paquet. Encore une fois, je vous invite à lire son article, celui que je cite, pour comprendre un petit peu tous ces facteurs qu'il met dans son modèle. Et donc il y a une troisième euh, phase qui est la phase volitionnelle, c'est-à-dire le passage à l'acte. Le facteur, donc la transition des idées aux actes. Et donc il y a là aussi des facteurs modérateurs, qu'il appelle modérateurs volitionnels. C'est l'accès à un moyen létal, c'est la planification. Je vous rappelle, planification augmente la transition. C'est avoir été exposé au suicide précédemment. Euh, par exemple dans la famille, c'est l'impulsivité, c'est la sensibilité diminuée à la douleur physique, on revient là aussi au modèle de Joyner, c'est avoir une peur diminuée de la mort, là aussi modèle de Joyner, et puis c'est les comportements passés. Vous voyez, c'est un modèle finalement qui est une intégration de différents modèles dont on a parlé précédemment. C'est un modèle qui me semble très très intéressant et que vous pouvez essayer d'identifier chez vos patients suicidaires ou après une tentative de suicide. Dernier modèle que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle du Three-Step Theory, la théorie en 3 étapes du suicide de David Klonsky, qui est un psychologue canadien et qui pose les choses en 3 étapes ou 3 questions, et vous verrez, c'est très très emprunté au modèle précédent. La première, c'est est-ce qu'il y a une douleur psychologique et un désespoir? La combinaison des deux euh, augmente le risque d'émergence d'un désir suicidaire. Alors que s'il n'y a ni douleur psychologique ni désespoir, il y a peu de risques pour qu'il y ait des idées suicidaires. Alors la douleur psychologique, c'est à la fois la dépression, par exemple, ou certains tempéraments où il y a une très grande sensibilité à l'environnement, au rejet, à l'abandon, etc., qui va déclencher facilement une douleur psychologique. D'accord. Le désespoir, eh bien, là on est dans le modèle de Beck. Hein. Là aussi, il y a des gens qui, à l'occasion de dépression, vont être plus facilement désespérés. Donc un mélange, vous voyez, de facteurs de conséquences de facteurs de stress, comme la dépression et des événements de vie, et des facteurs de vulnérabilité, de personnalité. Donc derrière, vous voyez cette question, il y a tout ce qu'on a déjà vu. Et pour lui, donc, au final, c'est la douleur psychologique et le désespoir, la combinaison des deux, qui augmente le risque d'idées suicidaires. Maintenant, ça ne suffit pas. Selon lui, il y a une deuxième étape, c'est le sentiment d'être connecté au monde et aux autres, qui va qui peut réduire ou augmenter finalement ces idées suicidaires. Donc quand les gens ont le sentiment d'être déconnectés du monde, eh bien ça renforce les idées suicidaires. Alors que s'il y a quand même un soutien social et que les gens sont sensibles à ce soutien social, à cette aide des autres, un sentiment de ne pas être totalement déconnecté du monde, eh bien les idées, désirs, le souhait suicidaire va être plus modéré. Et donc le risque de passage à l'acte moins important. Donc on rejoint là aussi donc évidemment ce sentiment de connexion qu'on a vu avec O'Connor, qu'on a vu avec Joyner, et puis qui renvoie un peu plus loin encore aux théories sociologiques de Durkheim, hein, même si Durkheim n'est pas intéressé par l'aspect individuel, mais plus par l'aspect collectif. Alors ça ne suffit pas non plus. Pour le passage à l'acte suicidaire, eh bien, Klonsky emprunte l'idée de la capacité au passage à l'acte, euh, au modèle de Joyner, le modèle interpersonnel. Donc s'il y a cette capacité au passage à l'acte, il y a un risque de tentative de suicide, de passage à l'acte qui va conduire à la mort ou pas. Et puis s'il n'y a pas cette capacité, finalement, ça va rester des idées suicidaires sans passage à l'acte. Donc c'est tout à fait conforme
à l'épidémiologie, c'est-à-dire que tous les gens avec des idées suicidaires ne vont pas passer à l'acte. Alors qu'est-ce qui peut finalement protéger? Ben, certaines personnalités marquées par exemple par le harm avoidance par exemple. C'est ce trait de personnalité, l'évitement du danger, qui fait que les gens ne vont pas passer à l'acte, ils ont trop peur de la mort. Inversement, il y a des facteurs qui vont contribuer, hein, à faciliter le passage à l'acte en présence d'idées suicidaires. Donc avoir déjà fait une tentative de suicide, avoir une expérience particulière de la douleur, par exemple avoir déjà fait des actes de scarification ou d'automutilation, pourrait faciliter finalement le passage à l'acte. On a moins peur de la douleur. Euh, et puis, également des expériences précoces comme les maltraitances dans l'enfance qui vont perturber aussi le rapport que le sujet peut avoir avec son corps et avec la douleur. Voilà, donc un modèle, vous voyez, qui est un peu plus simple que le modèle de O'Connor et qui emprunte finalement à la fois Schneiderman pour la douleur psychologique, à Beck pour le désespoir, à Joyner pour le sentiment d'être connecté et la capacité au geste suicidaire. Voilà, je voulais vous dire ça, c'est assez court. On peut aller bien plus loin, il y a d'autres modèles également qu'on aurait pu développer, notamment les modèles évidemment des cognitifs et comportementaux de Beck. Je vous renvoie à d'autres lectures, mais l'idée c'était de vous ouvrir à ça et à être curieux d'aller regarder, d'aller lire ces articles pour voir comment on essaye de modéliser finalement tous ces facteurs de risque qu'on a et qui sont compliqués à utiliser si on a juste une longue liste de facteurs de risque. Et donc il faut essayer de comprendre comment ils s'organisent entre eux finalement, comment ils fonctionnent entre eux, quel pourrait être le poids plus ou moins important de chacun d'entre eux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.